Bonjour tout le monde, bienvenue à Option Région. Cette semaine, on a une entrevue avec Julia Posca, qui est sociologue et chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique de Montréal. Julia va nous parler d'un livre qu'elle a écrit récemment qui s'intitule « Le Manifeste des parvenus ». Bonjour Julia, merci tout d'abord d'avoir accepté l'invitation d'Option Région pour faire cette entrevue. Julia, tu es sociologue et tu es chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique de Montréal. Bien, tout d'abord, bonjour et bienvenue à Option Région. Est-ce que tu peux nous dire en commençant... Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous dire en commençant, nous expliquer le rôle, les objectifs et le financement de l'IRIS, l'Institut de recherche pour lequel tu travailles? Oui, l'IRIS, en fait, c'est un institut de recherche indépendant et progressiste qui a été fondé en 2000. On fait de la recherche sur l'économie et les finances publiques principalement, dans le but, entre autres, de diffuser un contre-discours au discours dominant sur ces thèmes-là qui sont présents dans l'espace public. Et donc, l'objectif, c'est de à la fois faire de l'éducation populaire, mais aussi de familiariser le grand public avec différents thèmes en lien avec l'économie et la société, puis d'essayer de déconstruire certains mythes qu'il y a à propos de l'économie notamment, puis qui sont véhiculés dans l'espace public. OK. Puis, pour ce qui est du financement, qui finance l'Institut? En fait, l'Institut est financé principalement à travers nos membres, donc des membres individuels, donc des gens qui contribuent mensuellement à notre mission. On a aussi des membres organisationnels qui sont donc, on appelle nos partenaires. On reçoit aussi, on fait des contrats de recherche, on réalise des contrats de recherche et enfin, on donne des conférences. Donc c'est les 4 manières qu'on a de se financer. On ne reçoit pas d'argent ni des gouvernements, ni des entreprises privées. Ça nous permet là, de maintenir notre indépendance. Okay. Voilà. Récemment, tu as publié un livre qui s'intitule « Le Manifeste des parvenus ». Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est un parvenu pour toi? Oui, ben en fait, le parvenu, c'est une figure, là, si on veut, mais c'est une personne qui, généralement, s'est enrichie de manière, disons, un peu exceptionnelle et qui va avoir tendance à attribuer cette richesse-là à ses qualités exceptionnelles, au risque qu'il a pris ou qu'elle a pris. Et donc, c'était l'idée de montrer que cette figure-là, en fait, qui correspond à certains cas dans la réalité, mais qui sont des exceptions, cette figure-là, elle a un peu été érigée en modèle par notre élite politique notamment, et donc le manifeste des parvenus, c'est un peu finalement à la fois une présentation de l'idéologie, si on veut, de cette idéologie-là qui vient autour du fantasme du parvenu, puis une déconstruction de cette figure-là, puis de ce que ça suppose, en fait, d'ériger, de construire une société là, autour des besoins des plus riches. En introduction de ton livre, tu fais une citation de Jacques Ferron, ancien médecin, poète, engagé politiquement, fondateur de l'ancien parti politique, le Rhinocéros, qui disait que si l'élite ne représente pas le peuple se formera une nouvelle élite, mais l'ancienne élite, elle ne pourra pas se former un nouveau peuple. Est-ce que, dans le fond, tu nous as indiqué cette citation-là un peu comme un avertissement pour les parvenus, justement, qui pensent que, dans le fond, ils vont pouvoir continuer de gérer le monde avec l'argent? Est-ce que c'est comme un avertissement que tu donnes aux parvenus? Oui, je pense que c'est un peu ça l'idée, c'est que, au fond, la citation de Ferron, elle renvoie à l'idée que, en démocratie, le pouvoir doit être légitime et c'est pas tout de voter pour quelqu'un. Il faut qu'on sente qu'il nous représente et voilà, et que son pouvoir est légitime. Or, quand on gouverne au nom du peuple, mais que par ailleurs on s'enrichit ou on ne fait que adopter des lois ou développer des politiques publiques qui favorisent une certaine catégorie de la population, à savoir une minorité très riche,
on constate qu'il y a là un problème de légitimité de l'élite qui est au pouvoir, et donc effectivement, dans le contexte actuel, ben, on pourrait dire que l'élite qui est au pouvoir jouit de privilèges qui sont pas accessibles à une majorité, et donc puis on le voit avec toutes sortes de phénomènes, de mouvements sociaux, puis de l'émergence de nouveaux partis, qu'il y a une remise en question de la légitimité de l'élite qui est au pouvoir depuis une trentaine d'années dans les pays riches, dans les pays occidentaux. Donc oui, c'est une certaine. Il faut se rappeler que les gens qui sont gouvernés ne donnent pas de chèque en blanc, en fait. Puis même si on vote qu'aux 4 ans, la démocratie, ça se passe, en fait, ça se passe à tous les jours. Donc voilà. J'ai trop pris de potes. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais avant 25 ans, il peut nuire au développement de ton cerveau. C'est parce que je fume du pot. Impossible que le cannabis fasse ça. Mais tu pourrais développer une dépendance. Dans ton essai, tu expliques qu'entre autres, il y aurait 6 grands commandements pour les parvenus. Le premier s'intitule « L'argent, tu honoreras ». Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là, sur ce commandement-là? Oui, bien, en fait, donc c'est ça, le manifeste est organisé, là, bon, un peu comme, voilà, avec des commandements. Donc, c'est la partie vraiment plus satirique où je caricature, si on veut, le discours de cette élite-là. Et le premier commandement, donc, ben, le premier chapitre porte sur cette idée que le Québec, pour des raisons historiques, pour des raisons, en lien avec la présence, la prégnance de l'Église dans la vie des Québécois et des Québécoises, le Québec a rejeté la richesse pendant longtemps et donc a développé, si on veut, une hantise, un rejet de cette richesse-là qui était vue comme quelque chose de négatif. Et on serait, selon, quand on écoute par exemple des Richard Martineau ou des Éric Duhaime, des gens comme ça qui sont dans l'espace public, on serait donc au Québec paralysé par cette croyance-là qui serait prégnante encore aujourd'hui au Québec, puis qui aurait été, si on veut, perpétuée, même après que l'Église, que sa présence est diminuée, son importance est diminuée dans la société. Le fait qu'on se soit tourné, qu'on ait développé un État-providence très fort, très présent, ferait en sorte que, encore une fois, on aurait finalement peu d'initiatives. Et donc, cette idée-là d'être né pour un petit pain, ce serait comme perpétué. Puis donc, le premier chapitre, parle de ce discours-là qui est très présent chez notre élite québécoise. Autrement dit, on ne va plus à messe, mais on est encore catho. C'est ça. Si on se fie, du moins, à ce qu'on nous dit constamment, puis ça viendrait, c'est ça, selon ces commentateurs, selon cette élite, ça viendrait expliquer le fait que le Québec, par exemple, est moins riche que l'Ontario, que les États-Unis. Ce serait donc inscrit là, finalement dans notre ADN collectif. C'est une idée évidemment que dans le reste du livre, je déconstruis, là, mais c'est un peu l'essence du premier chapitre. Ouais.
Un des chroniqueurs dont tu parles à l'intérieur de ton volume, c'est Alain Dubuc, l'ancien éditorialiste de la presse, Oui. qui a déjà été marxiste dans sa jeunesse. Qu'est-ce que tu penses de ça, des anciens marxistes qui sont devenus les défenseurs de la richesse de quelques-uns? Bon, c'est que souvent, on réalise que des gens qui ont des positions très orthodoxes peuvent finalement passer d'un côté et de l'autre de l'orthodoxie. C'est peut-être le cas d'Alain Dubuc, qui effectivement, pendant ces années à la presse, s'est vraiment fait un porte-parole, si on veut, des intérêts de l'élite économique, en défendant toujours cette idée que justement que le Québec était pauvre parce qu'il refusait de réduire la taille de l'État puis de permettre aux initiatives privées d'être libérées. Et c'est un discours donc typique de ce que j'ai appelé le parvenu qui finalement nie un peu le fait que en fait c'est pas qu'on refuse la richesse ou même qu'on soit moins riche, mais c'est qu'on a fait d'autres choix de société au Québec. Et en fait, c'est ces choix-là, même de société, que cette élite tente de discréditer avec le discours qu'elle a sur la richesse. Tu racontes qu'à l'origine, l'argent, c'était un simple moyen de procéder à des échanges et finalement, c'est devenu une fin en soi. Comment on est arrivé à ça? Mon Dieu, bonne question, mais ce qu'on doit constater, c'est qu'en fait, c'est surtout, l'argent est un moyen, mais qui est devenu une fin en soi dans les sociétés modernes. Et surtout, et donc là, on est dans un contexte où on veut nous faire croire que l'accumulation d'argent et de richesse est finalement synonyme de bien-être, tant au niveau individuel que collectif. Et cette idée-là, elle est présente donc au sein de l'élite, puis elle guide les décisions politiques qui sont prises depuis une trentaine d'années. Et en fait, ce que j'essaie de mettre de l'avant dans le livre, c'est l'effet, si on veut, pervers de suivre cette idée-là de vouloir accumuler de l'argent, donc d'un point de vue personnel, parce que c'est pas une manière... en fait, très peu de gens vont être capables, effectivement, d'accumuler de l'argent de manière faramineuse, colossale. Mais collectivement, c'est une idée dangereuse aussi parce que justement, c'est une idée au nom de laquelle on cherche à se débarrasser des structures qui ont permis au plus grand nombre d'accéder à des conditions de vie décentes. Et donc, on est en train de finalement de favoriser l'enrichissement d'une minorité seulement de gens au nom de cette idée-là qui nous illusionne finalement sur l'état actuel de la société. Tu sais, dans le fond, on nous a dit pendant longtemps que pour pouvoir avoir moins de pauvres, il fallait qu'on ait plus de riches, il fallait créer de la richesse puis qu'on pourrait la partager par la suite. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que dans le fond, la richesse, elle est plus grande, mais elle est de moins en moins partagée. Ça fait que finalement, c'était un faux discours pour nous embarquer là-dedans. On passe maintenant au deuxième commandement des parvenus qui se dit comme suit, c'est « À plus petit que toi, tu ne t'intéresseras pas ». Dans le fond, c'est qu'on a l'impression que, dans le fond, il y a des parvenus là, qui sont comme dans une bulle, c'est comme un système parallèle, puis qu'eux autres, dans le fond, ce qui se passe là, chez les gens ordinaires, ils ne veulent rien savoir de ça. C'est un peu comme s'il y avait deux sociétés, une pour les riches puis une pour les pauvres. Mais des fois, je me demande si ça ne ressemble pas un peu à la situation là, avant la Révolution française, dans laquelle les nobles là, pensaient que tout allait bien, et que finalement, ils pourraient continuer d'en profiter. Puis ça n'a pas duré longtemps, comme on dit, ça a fini par la tête sous la guillotine du roi Louis XVI. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui ressemble un peu à ça? C'est-à-dire que ce qu'il faut constater, c'est que contrairement justement à ce discours selon lequel le Québec refuserait la richesse, en fait, on réalise qu'il y a une valorisation très grande des plus riches, ici comme ailleurs, et donc on fait
constamment l'éloge des Marais, des Péladeaux, de ces grandes familles qui auraient contribué là, à la société québécoise par leur grande générosité. Et donc, ce discours-là, très prégnant, cherche à nous faire croire que encore une fois, notre bien-être, on le doit à ces PDG, à ces représentants là, du monde des affaires qui ont fait qui se sont enrichis, alors qu'on réalise que il y a un contexte particulier d'une part qui leur a permis d'accumuler les fortunes qu'ils ont accumulées. Il y a et ils ont aussi profité d'un contexte social économique dans lequel ils ont pu prospérer. Hein. Quand on pense à la Révolution tranquille, oui, ça a été la consolidation de l'État-providence, puis ça a profité à une majorité de salariés, mais ça a aussi permis au Québec Inc. de se constituer, de se consolider, et donc après ça d'aller jouer le jeu de la mondialisation. Et là, aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, ces mêmes entreprises-là, ces mêmes grands patrons d'entreprises qui ont profité finalement d'un contexte économique favorable, là, nous demandent de faire des sacrifices pour qu'ils puissent continuer de croître. Et donc, il y a là, encore une fois, une espèce de contradiction puis de déconnexion, finalement, de la part de l'élite. Ça veut dire que, dans le fond, pendant longtemps, ces gens-là ont profité de l'État par toutes sortes de programmes de subvention. Et après être devenus riches, là, ce qu'ils nous disent, c'est que là, ces programmes-là, c'est plus bon. Là, il faut laissez-nous diriger le pays. Ça ressemble un peu à ça. Là. C'est qu'ils ont profité du système. Et là, présentement, ils nous disent, là, il faudrait que l'État se rapetisse, il faudrait que l'État donne plutôt des contrats à l'entreprise privée. Il y a quelque chose de choquant un peu là-dedans? Ben oui, absolument. Puis c'est ça, on oublie que derrière ces toutes grandes fortunes, il y a justement des entreprises qui ne paient pas nécessairement tous leurs impôts, qui jouissent de différentes subventions, de crédits d'impôts, qui jouissent d'aménagements aux lois sur l'environnement. Il y a derrière ces grandes richesses-là, il y a des employés qui sont payés au salaire minimum. Donc, il y a là une grande hypocrisie de dire que, d'une part, que ces personnes-là se sont enrichies parce que, soi-disant, elles ont pris plus de risques ou elles ont eu des idées géniales ou je ne sais trop. Et donc, de vouloir de les valoriser. Puis, une hypocrisie aussi à dire, il faut... l'État est trop présent, il faut réduire sa présence et laisser les entreprises privées développer l'économie, alors qu'en fait, au nom de cette idée-là, l'État ne disparaît pas, mais se met de plus en plus au service seulement de la croissance de l'économie, des profits privés, en fait, des entreprises privées. Donc c'est une situation où, où on se trouve ici comme ailleurs, même si, évidemment, il y a de la résistance face à ce modèle-là. Et donc, il y a l'objet d'une vraie lutte, je pense, politique au Québec. Un peu comme tu dis, c'est que l'État peut servir d'arbitre entre différentes tendances, mais l'entreprise privée ne peut pas servir à la fois d'arbitre et de direction. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce système-là. On pourrait dire que si certains reprochent qu'on est trop étatique, je pense qu'on peut reprocher à bien des gens de penser qu'il y a uniquement l'entreprise privée qui est bon. Il y avait un des anciens députés que j'ai côtoyé qui m'avait dit que lui, il ne croyait pas dans l'État, il croyait uniquement dans l'entreprise privée. On part de loin, comme on dit. OK. Tu dis aussi qu'il y a une certaine paranoïa chez les riches du fait que, j'ai l'impression que quand tu t'enrichis très rapidement, peut-être que ça questionne sur comment tu as accumulé tout ça. Mais
je me demande s'il n'y a pas une certaine paranoïa aussi, même chez les gens de gauche, puis que dans le fond, c'est qu'on dirait que c'est comme s'il y avait deux positions diamétralement opposées, mais que chacun est certain d'avoir raison à 100 %. Les gens de droite sont certains qu'eux autres ils ont raison à 100 %, puis qu'à gauche, les gens se croient aussi porteurs de la vérité à 100 %. Est-ce que j'ai raison de voir ça comme ça? Puis surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de rapprocher ça? Parce qu'une société, ça évolue quand on réussit à trouver des compromis, quand on réussit à rallier le plus de monde possible. Est-ce que c'est possible et comment on pourrait faire pour essayer de rallier à la fois des gens de gauche et de droite pour se donner un projet de société qui a du bon sens? Je sais pas s'il faut rallier les gens de gauche et de droite, là, mais bon, sinon, moi, ce que j'essayais de mettre de l'avant dans le livre, c'était l'idée que on a cette idée qu'au Québec, la gauche domine, alors que ça fait 30 ans qu'on a des gouvernements de tendance néolibérale qui sont au pouvoir et que, bon, s'ils n'ont pas réussi à appliquer parfaitement le modèle, justement, néolibéral, où on laisse une très grande place à l'entreprise privée, c'est parce qu'il y a eu de la résistance, il y a eu des mouvements sociaux, le mouvement étudiant, le mouvement syndical, les mouvements citoyens aussi, d'opposition à certains projets de développement, d'extraction des ressources, donc des mouvements qui se sont opposés à cette marche-là, à ce programme-là. Et donc, il faut voir que c'est aussi oui, donc c'est un projet, si on veut, économique, dans le sens où il y a des entreprises qui ont intérêt à ce que le filet social québécois se réduise, à ce que l'État donc laisse plus de place au privé, mais il y a aussi là un projet politique où on veut finalement faire taire aussi la voix des citoyens et des citoyennes, des travailleurs et des travailleuses. Et donc là, je pense qu'il y a là, une bataille aussi à mener pour finalement, pour défendre notre système démocratique qui est mis à mal, en fait, par les tendances des 30 dernières années où le pouvoir se concentre, le pouvoir économique, tant économique que politique. Donc, c'est un gros chantier, mais je pense que de se rappeler que, justement, l'élite, finalement, si on revient à ce qu'on disait au début, mais l'élite, elle est légitime si elle est préoccupée par les intérêts du plus grand nombre. Et là, ce qu'on constate, c'est que c'est pas le cas depuis dans les dernières décennies. Et donc, il y a certainement, disons, un changement de société qui est souhaitable si on croit encore qu'un gouvernement peut servir à réduire les inégalités, à lutter contre les changements climatiques, à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Si on croit en ces valeurs-là, il va falloir s'organiser pour aussi avoir des politiques publiques qui favorisent ces objectifs-là et non pas des politiques qui favorisent finalement l'enrichissement d'une minorité. Dans ton livre, tu en parlais justement tout à l'heure, en disant que les parvenus se prennent un peu pour d'autres. Là, ils ont même un côté un peu méprisant pour les gens de la classe moyenne qui, dans le fond, essayent de s'arracher, comme on dit, de faire le mieux possible là où ils sont. Mais il me semble, puis je ne dis pas là, que c'était parfait dans le passé là, au niveau des entreprises privées, mais il me semble que dans certains cas, si je prends entre autres comme Henry Ford, sans être parfait, en tout cas, lui, il disait qu'il ne fallait pas que les écarts soient trop grands entre les riches et les pauvres, puis il disait que, entre autres, il ne faudrait pas qu'on dépasse le ratio de 40 pour 1, qu'il ne fallait pas que celui qui avait le plus gros salaire, le patron de l'entreprise, n'ait pas plus que 40 fois le salaire de ses employés. Là, aujourd'hui, on est rendu à 200 fois, 500 fois, 1000 fois plus de salaire que les employés. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment ça fait qu'on est comme passé tout droit, là, puis on est rendu aujourd'hui qu'il y a des gens qui gagnent des salaires totalement démesurés par rapport à la tâche qu'ils ont, là? Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? Bien, c'est ça, c'est la conséquence d'un système qui a laissé, en fait, qui a laissé l'économie, en fait, les entreprises, finalement, un système où on a organisé la société en fonction avec l'objectif que
des gens allaient pouvoir s'enrichir autant. C'est-à-dire que c'est pas la main invisible du marché qui a fait qu'on observe les inégalités qu'on observe. C'est le fruit de décisions politiques, le fruit aussi évidemment d'une lutte que les grandes entreprises ont mènent encore contre les salariés pour augmenter leur marge de profit, puis pour donc réduire la part qui va aux salariés. Puis on l'a vu depuis les années 70 aux États-Unis, mais ici aussi. Donc, les entreprises durcir le ton face aux salariés, refuser les augmentations de salaire, remettre en question les régimes de retraite. Puis à l'inverse, on a vu aussi des entreprises où développer un modèle où justement on paye les dirigeants des salaires faramineux parce que, soi-disant, c'est la norme sur le marché. On a vécu une dérégulation de la finance qui a permis même chose, de l'accumulation de richesses dans ce secteur-là. Donc, c'est le fruit de différentes décisions puis différentes attaques, finalement, envers les salariés qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a cette situation-là tout à fait indécente d'entreprises comme Amazon ou Walmart ou Tim Hortons qui ont des PDG qui gagnent, qui ont des rémunérations qui se chiffrent dans les millions de dollars, voire plus, tout en payant leurs employés au salaire minimum puis en leur fournissant des conditions de travail médiocres. C'est le type d'économie qu'on privilégiait, entre autres, qu'on favorisait, en fait, nos dirigeants politiques en se pliant aux demandes du patronat. Hein. C'est ainsi que se termine notre émission. La semaine prochaine, on va avoir la dernière partie de l'émission avec Julia Posca sur son livre « Le Manifeste des parvenus » et on va avoir d'autres actualités pour compléter le tout.